Je m'appelle Patricia et j'avais passé 2 mois à préparer le mariage de ma sœur. J'avais contacté la fleuriste, modifié le plan de table, géré les appels de dernière minute des prestataires et même veillé tard pour nouer chaque petit ruban sur les cadeaux d'invités. Je croyais que si je m'y prenais bien, si je donnais le meilleur de moi-même, alors peut-être que cette fois-ci je me sentirais enfin intégrée à la famille, et non plus à l'écart. La salle de bal, au bord de l'eau à Charleston, resplendissait d'une douce lumière dorée, la musique se mêlant aux conversations soignées et mesurées. Les invités circulaient dans la salle, élégamment vêtus, arborant des sourires polis mais pincés, de ceux qui donnaient l'impression que chaque compliment n'était qu'une comparaison. Ma sœur se tenait près de la table d'honneur, entourée d'invités penchés vers elle, lui témoignant une admiration chaleureuse, la considérant comme parfaite. Je me dirigeais vers ma place, m'attendant à trouver le marque-place que j'avais préparé des semaines auparavant. Mais arrivé à ma table, je m'arrêtai. Le marque-place devant moi n'était pas celui que j'attendais. Écrit en lettres capitales, on pouvait lire « Petite sœur stupide et sans éducation ». Quelques invités m'ont jeté des regards en coin, des sourires dénués de toute bienveillance. Puis, un homme est entré et le temps a semblé s'arrêter. Il a regardé la table, puis la carte, puis les visages autour de nous, et il a dit quelque chose qui a tout changé. Si vous aviez été à cette place, sous le feu des projecteurs, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions en toute honnêteté dans les commentaires. Je suis impatiente de connaître votre avis. 2 mois avant le mariage, tout avait changé. C'est à ce moment-là que les préparatifs ont commencé et que je me suis retrouvée au centre de chaque conversation, de chaque décision, de chaque instant où il fallait que quelqu'un prenne en charge les tâches que personne d'autre ne voulait accomplir. Marissa, ma sœur aînée, avait toujours été celle autour de qui tout le monde semblait graviter, une présence qui emplissait une pièce sans effort. Evan, son fiancé, affichait l'assurance polie de quelqu'un habitué à être admiré. Un homme qui n'élevait jamais la voix, car il n'en avait jamais besoin. Leur mariage s'annonçait grandiose, élégant et inoubliable. Et d'une manière ou d'une autre, la responsabilité de cette grandeur m'est revenue. C'était moi qui appelais la salle de bal du front de mer de Charleston, négociant les dates disponibles entre les galas de charité et les collectes de fonds d'entreprise, veillant à ce que les lustres en cristal soient astiqués et que la terrasse au bord de l'eau soit suffisamment équipée de chauffage pour la brise du soir. J'ai organisé la dégustation du menu, examiné des échantillons de fleurs dans 3 palettes de couleurs différentes et comparé les prix de tissus de lin qui semblaient identiques à tous, sauf à moi. Chaque fois que je tenais Marissa au courant, elle répondait sur le même ton, doux en apparence, mais empreinte de dédain, comme si mes efforts allaient de soi. « Tu sais, ça compte beaucoup pour notre famille, n'est-ce pas ?» disait-elle. « Ce serait bizarre que quelqu'un d'autre que toi m'aide. Tu comprends. » Evan intervenait parfois pendant ces conversations, me faisant un compliment convenu et creux. « Tu te débrouilles très bien, » disait-il, mais son regard était déjà ailleurs, absorbé par son téléphone ou sa montre. Son approbation semblait mécanique, non sincère. C'était comme si mes contributions n'étaient qu'un bruit de fond lors de leurs festivités. À la maison, la situation était identique. Maman me répétait sans cesse que j'étais la raisonnable, celle sur qui on pouvait compter pour ne pas créer de stress. Elle présentait ses paroles comme une sagesse parentale, mais le message était clair. Marissa a beaucoup de soucis. Tu sais la pression qu'elle subit. Aide-la, tout simplement. Tu gères mieux ce genre de choses, Patrice. Cette attente était ancrée bien avant les invitations de mariage ou les compositions florales. On m'avait élevée à me faire discrète pour laisser briller les autres. Papa restait la plupart du temps silencieux, observant les conversations en marge, comme s'il avait des pensées qu'il ne formulait jamais. Il voyait les tâches s'accumuler sur mes épaules, la fatigue se lire dans mes yeux, mais chaque fois que nos regards se croisaient, il esquissait un sourire fatigué. Son silence n'était pas cruel, mais il me laissait malgré tout seul. Parfois, je me posais des questions. Je restais assise dans ma voiture devant le showroom d'un fournisseur où je faisais la queue dans un magasin de loisirs créatifs, des bobines de ruban sous le bras, me demandant si je faisais tout cela par amour ou par habitude. Je me persuadais que c'était par amour, que c'était ça, une famille. Je croyais dur comme fer que si je travaillais suffisamment, si je me rendais suffisamment utile, alors je finirais par avoir ma place. Je voulais être incluse, appartenir à un groupe, être vue sans être comparée aux autres. Personne ne m'a jamais remercié, pas une seule fois. Mais j'ai continué, car au fond de moi, j'espérais que mes efforts comptaient. Une semaine avant le mariage, l'atmosphère a commencé à changer d'une manière que je ressentais plus que je ne pouvais l'expliquer. La liste des préparatifs était presque terminée. Les dernières confirmations étaient en cours, et je pensais que ce serait le moment où chacun exprimerait sa gratitude, ou au moins un sentiment de soulagement. Au lieu de cela, des remarques subtiles ont commencé à s'insinuer dans les conversations,
comme de petites piques que l'on attendait de moi que j'ignore. Tout a commencé lors d'une dernière dégustation pour le menu de la réception. J'ai suggéré une salade plus légère, car plusieurs invités avaient mentionné leurs préférences alimentaires. Marissa n'a pas réagi à l'idée elle-même. Elle s'est contentée de sourire à la coordinatrice et de dire d'un ton apparemment aimable « Patrice fait de son mieux. Elle est bien intentionnée. » Le sous-entendu planait. Il ne s'agissait pas de la salade, mais de moi. J'ai senti le hochement de tête poli de la coordinatrice, de ceux qui accusent réception de la conversation sans remettre en question la hiérarchie établie. Plus tard dans l'après-midi, Evan a examiné le plan de table. Il a à peine levé les yeux et a remarqué. C'est curieux comme certaines personnes trouvent le moyen de rester impliquées dans des choses qu'elles ne comprennent pas vraiment. Ce commentaire ne visait aucune tâche en particulier. Il s'adressait à moi. Son ton n'avait pas besoin d'être agressif pour me blesser. Il laissait entendre que mes efforts étaient tolérés plutôt qu'appréciés. J'ai essayé d'ignorer ces moments. Je me suis dit qu'organiser un mariage pouvait être éprouvant pour n'importe qui. Je me suis persuadé que j'interprétais trop de remarques anodines. Pourtant, les commentaires ont continué, à petites doses précises. Maman insistait sur le fait que Marissa devait être stressée et que je devais être la première à comprendre. Elle me rappelait que les familles ont besoin de compromis. Son compromis semblait toujours venir de moi. Papa, lui, préférait le silence à l'avis des autres. Assis à table, il écoutait ces échanges, le regard baissé. Ce silence me pesait, et je devais le porter seul. Il laissait entendre que perturber l'harmonie était pire que d'être rabaissé. Le pire moment de la semaine ne s'est pas produit en famille. C'est lorsque mon amie Renée a remarqué ma distraction pendant le déjeuner. Elle n'avait pas participé aux préparatifs et ignorait tout du contexte qui avait façonné ces relations. Quand elle m'a demandé comment ça se passait, je lui ai brièvement résumé la situation. J'ai dit que l'organisation était presque terminée et que tout devrait bien se passer. Elle a écouté attentivement et a posé quelques petites questions pour clarifier la situation. Ce n'est qu'après cela que j'ai évoqué les remarques, le ton, les corrections discrètes et constantes sur ma position par rapport aux autres. L'expression de Renée a changé, non pas de colère, mais d'inquiétude, aiguisée par la lucidité. Elle a dit « S'il ne t'apprécie pas, pourquoi continues-tu à faire tout ça ?» Sa question paraissait simple, mais elle a réveillé quelque chose en moi. J'ai cherché la réponse et réalisé que je n'en avais aucune qui me paraisse saine ou rassurante. Je lui ai dit que je voulais que tout soit parfait pour la famille. Je voulais trouver ma place, même si je devais la mériter. Renée m'a regardé sans jugement, mais elle n'a pas adouci sa position. Elle a dit « Tu n'as pas à prouver ta place à des gens qui ont tout intérêt à la nier. » Ces mots se sont ancrés en moi et ne m'ont plus quitté. Malgré ses encouragements à partir, j'ai persévéré. J'ai honoré tous les rendez-vous restants, finalisé chaque détail et me suis persuadé qu'il était important de terminer ce que j'avais commencé. Je croyais qu'en menant à bien cette tâche, je pourrais légèrement changer la façon dont on me percevait. Je voulais croire que l'effort pouvait transformer l'expression de l'amour. La semaine touchant à sa fin, les préparatifs approchaient de leur terme. Il ne restait plus que la cérémonie elle-même. La veille s'est déroulée comme un sprint final après une longue course. Une journée où chaque petit détail semblait plus fragile que d'habitude, comme si un mot mal choisi ou un ruban mal placé pouvait faire basculer toute la célébration. Je suis arrivé tôt à la salle de bal du front de mer de Charleston, car j'avais accepté de donner un coup de main pour les derniers préparatifs de décoration et d'organisation. L'air y était imprégné de ce mélange familier de parfums floraux et de bois poli, mêlé à un léger bourdonnement d'activité et d'impatience. Marissa se tenait près du mur de miroir, entourée d'une maquilleuse et d'une styliste. En me voyant, son regard glissa de mon visage à la housse à vêtements que je portais. Elle me demanda à voir la robe que je comptais porter pour le dîner de répétition, son ton laissant déjà entendre que son approbation n'était pas acquise. J'étendis la robe avec soin, le tissu souple se déployant harmonieusement sur la table. Elle était sobre, simple, et je l'avais choisie car je pensais qu'elle s'accorderait avec les couleurs de la soirée plutôt que d'attirer l'attention. Marissa l'examina plus longtemps que nécessaire avant de déclarer qu'elle était trop simple, trop discrète et inadaptée aux photos. Elle précisa qu'il s'agissait d'un événement important auquel assisteraient de nombreux associés d'Evans et leurs familles, et que toute incohérence dans la présentation visuelle nuirait à son image. Ses paroles sonnaient faux, comme si elle avait préparé son discours bien avant mon arrivée. Evan se joignit à la conversation un instant plus tard, commentant non pas la robe elle-même, mais ce qu'elle représentait selon lui. Il parla des apparences qui façonnent la perception, de l'importance d'aligner l'image de la famille avec le succès qu'elle souhaite projeter. Son ton était doux, presque amical, mais le sens de ses propos me transperça. Je compris qu'ils essayaient de me réduire à un rôle secondaire, quelqu'un de visible mais silencieux, présent mais sans importance.
J'essayais d'expliquer que la robe avait été choisie avec soin, que je voulais les soutenir et faire de cette journée une réussite. Ma voix était assurée, mais je sentais la tension monter en moi. Marissa me coupa la parole, disant qu'elle avait déjà prévu une autre tenue plus appropriée. Elle me tendit une robe qui ne ressemblait en rien à mon style, moulante, scintillante, conçue pour attirer les regards, pour des raisons qui semblaient plus moqueuses que festives. Elle me dit d'être aimable et coopérative, comme si ma résistance allait confirmer leurs suppositions à mon sujet. Quand maman s'est approchée, j'espérais qu'elle interviendrait, mais elle s'est contentée de poser la main sur le bras de Marissa et m'a dit qu'il valait mieux éviter les conflits inutiles. Elle m'a rappelé que les mariages étaient stressants et que Marissa avait beaucoup à gérer. Papa se tenait légèrement en retrait, les mains dans les poches, le regard baissé, refusant de prendre part à la dispute. J'ai compris le message avec une clarté douloureuse. On attendait de moi que je cède, car c'était le rôle qu'on m'avait assigné. J'ai porté la robe de rechange aux toilettes et, un instant, je suis resté seul, sentant le silence s'alourdir autour de moi. Je me suis regardé dans le miroir, sans pleurer, sans craquer, essayant simplement de comprendre pourquoi je persistais à me convaincre que tout cela valait la peine d'être enduré. Je me suis dit que demain, quand tout se déroulerait et que les vœux seraient prononcés, je me sentirais peut-être un peu à ma place. J'ai enfilé la robe qu'ils avaient choisie, je suis retourné dans la salle de bal et j'ai fait. Comme si de rien n'était. Tous les autres se déplaçaient comme s'ils étaient déjà en pleine fête. Je les ai suivis, même si chaque pas me paraissait plus lourd que le précédent. C'était la veille de la cérémonie, et je m'éclipsais déjà. Au son doux des cordes et à la lueur chaleureuse des lustres, je traversais la salle de bal pour rejoindre ma place. La salle de bal du front de mer de Charleston scintillait d'une élégance qui aurait dû évoquer la fête. Des rires circulaient de table en table, et les verres tintaient doucement. Les invités se penchaient les uns vers les autres avec une élégance assurée, échangeant compliments, éloges et formules de politesse. Pourtant, sous cette surface impeccable se cachait une attention que je sentais dès mon entrée, ténue comme un fil, mais indubitable pour celle qui la tenait depuis trop longtemps. Je passais devant des tables remplies de personnes que j'avais coordonnées, contactées, organisées et rassurées tout au long des préparatifs. Elles se saluaient chaleureusement, mais lorsqu'elles me virent, leurs regards se détournèrent, comme si ma présence leur rappelait quelque chose qu'elles préféraient ignorer. Malgré tout, je cherchais ma table avec l'espoir que la cérémonie elle-même dissiperait la distance tacite qui s'était installée autour de moi. Quand j'ai atteint ma place, j'ai d'abord aperçu le marque-place. Il était soigneusement posé contre la serviette pliée, écrite de la même élégante écriture que celle que j'avais choisie des semaines plus tôt lors d'une conversation nocturne avec la créatrice de papeterie. Mais le nom imprimé dessus n'était pas le mien. Ce n'était aucun nom. On pouvait y lire « Petite sœur peu instruite ». Ces mots résonnaient avec une force insoutenable, bien que personne ne les ait prononcés. Un rire bref et forcé a éclaté à ma gauche. Quelqu'un, de l'autre côté de la table, a baissé les yeux, mais un léger sourire trahissait l'amusement qui se dessinait au coin de ses lèvres. Le rire s'est propagé subtilement, prudemment, comme enveloppé d'une retenue polie. Mais sa cruauté était indéniable. C'était le genre de rire conçu pour exclure, pour définir les frontières de ceux qui avaient leur place et de ceux qui n'existaient que pour être comparés. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas assise. Mes mains sont restées posées sur le dossier de la chaise, immobiles d'une manière qui n'était pas du calme, mais plutôt un choc qui tentait de me paralyser. Marissa m'aperçut, et son expression se transforma en une sorte de sourire, sans aucune chaleur. Une lueur dans ses yeux, une satisfaction triomphante, me confirma que ce moment n'était pas fortuit. C'était intentionnel. Elle voulait que je le voie. Elle voulait que les autres me voient le voir. À côté d'elle, Evan ne rit pas. Sa réaction fut plus discrète, mais plus tranchante. Il m'observait avec le détachement mesuré de quelqu'un évaluant les dégâts qu'une simple scène pourrait causer à une image qu'il chérissait plus que les relations, plus que la sincérité, plus que la dignité. Son silence n'était pas neutre. C'était une approbation. La musique continua. Les verres continuèrent de scintiller. Pourtant, l'atmosphère autour de notre table avait changé. Un instant, j'envisageais de m'asseoir et de faire comme si de rien n'était. Je repensais aux nuits blanches passées à nouer des rubans, à choisir le linge de table, à finaliser les changements de prestataires et à réécrire les plannings à l'aube. Je repensais à ces moments où je me disais que l'amour et le sentiment d'appartenance étaient des choses qu'on pouvait gagner en faisant plus d'efforts, en donnant plus, en se sacrifiant, en restant plus discrète. Mais quelque chose en moi changea, subtilement mais fermement, comme une porte restée entr'ouverte qui finit par se refermer d'un clic. Je reculai de table. J'allais partir, quand les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Un homme entra d'un pas assuré, d'une présence déterminée. C'était Caleb, mon associé, et le principal investisseur de l'entreprise sur laquelle Marissa et Evan avaient bâti leurs ambitions.
Il n'éleva pas encore la voix. L'atmosphère changea dès qu'il entra. Les conversations se firent plus lentes, les têtes se tournèrent. Même la musique sembla s'adoucir. Il s'approcha de la table, vit le marque-place et le lut sans le toucher. Son regard se leva lentement, croisant d'abord celui de Marissa, puis celui d'Evan, puis celui des invités qui avaient ri et qui, à présent, restaient immobiles. Sa voix était calme et claire. « Il semblerait que nous devions parler de quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre, » dit-il. « Notamment de ce qui fait la force de votre entreprise et de ce qui arrive quand ses fondations s'effondrent. » Marissa fut la première à réagir. Son sourire vacilla, l'assurance de sa posture s'effaça tandis que la réalisation se lisait dans ses yeux. Elle s'avança, la voix étranglée par l'émotion, s'efforçant de garder son calme, insistant sur le fait que le carton de placement n'était qu'une plaisanterie innocente et que tout le monde y accordait trop d'importance. Mais les rires s'étaient tus. Le visage d'Evan se décomposa. Sa main se crispa sur le dossier de sa chaise, comme s'il se préparait à un choc. Il comprit immédiatement le sens des paroles de Caleb. Sans cet investissement, leur entreprise ne survivrait pas au trimestre. L'avenir qu'ils avaient étalé toute la soirée commençait à s'effondrer sous nos yeux. « Attends » murmura Marissa en tendant la main. « On peut arranger ça. Ne pars pas. » Caleb la regarda, puis me regarda. Nous sortîmes ensemble. Le silence régna dans la salle de bal. 3 semaines après le mariage, tout ce qui avait été soigneusement mis en scène pour paraître naturel commença à se défaire de manière irrémédiable. J'appris la nouvelle par bribes, d'abord par le biais de connaissances communes et de rumeurs dans le milieu, jusqu'à ce que le tableau d'ensemble se dessine. Caleb avait officiellement retiré son investissement de l'entreprise que Marissa et Evan avaient promue pendant des années comme leur héritage commun. Sa décision fut consignée de manière claire, professionnelle et sans malice dans les communiqués officiels qui suivirent. Aucune accusation, aucun spectacle public, seulement la reconnaissance précise qu'il ne pouvait plus soutenir une entreprise dirigée par des individus qui traitaient les autres avec mépris, en particulier une personne qui lui était chère. La perte de son soutien provoqua un choc immédiat au sein de l'entreprise. Leur trésorerie était déjà tendue, maintenue à flot uniquement par les prévisions de revenus et la confiance dans de futurs partenariats. Après le départ de Caleb, plusieurs investisseurs qui avaient rejoint l'entreprise grâce à sa présence revinrent sur leurs décisions. Les réunions, auparavant empreintes d'ambition, se transformèrent en discussions urgentes sur les plans de restructuration financière d'urgence et le risque de défaut de paiement. Les fournisseurs exigèrent des paiements plus rapides et les cabinets de conseil retirèrent leurs services face aux factures impayées. L'image impeccable que Marissa et Evan avaient projetée lors du mariage s'est ternie sous le regard critique de la presse. La couverture médiatique ne fut pas malveillante. À ses débuts, elle commença par une brève note sectorielle concernant le retrait d'un investisseur stratégique. Cependant, les investisseurs et les clients parlent, et bientôt des articles ont commencé à mettre en doute la stabilité de la direction. Quelques jours plus tard, une dispute interne a révélé les désaccords entre Marissa et Evan concernant les décisions financières et les responsabilités. Leurs désaccords sont devenus plus bruyants, plus fréquents et plus difficiles à dissimuler. Alors qu'ils s'étaient autrefois présentés comme un couple uni et ambitieux, leurs conversations ont dégénéré en disputes sur les responsabilités, la supervision et la réputation. À la maison, la tension montait. Je n'ai pas été témoin direct de ces moments, mais j'en ai suffisamment entendu parler par ma famille pour imaginer l'atmosphère, des voix qui s'élevaient à huis clos, de longs silences pendant les repas, des chambres séparées. Le mariage, célébré sous les projecteurs, avec discours et applaudissements, a commencé à se dissoudre dans la méfiance. Ma mère n'a tenté de me parler qu'une seule fois pendant cette période. Elle a choisi ses mots avec soin, comme si reconnaître trop clairement la situation la rendait plus réelle. Mon père en a dit encore moins, mais son silence était différent. Il portait le poids de quelqu'un qui réalise quelque chose trop tard pour y changer quoi que ce soit. Marissa a finalement pris contact avec moi. Son message était long et incertain, tournant autour de l'idée de dialoguer et de dissiper les malentendus. Elle écrivait qu'elle ne s'attendait pas à une telle escalade, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal et que la famille devait rester unie dans les moments difficiles. J'ai lu ces mots lentement, les laissant mûrir, mais je n'ai pas répondu. J'ai compris que ce qui s'était passé au mariage n'était pas un incident isolé. C'était l'expression la plus claire de ce qui avait toujours existé en filigrane. Caleb n'a jamais présenté sa décision comme une vengeance. Un soir, alors que nous étions assis tranquillement ensemble, il m'a dit que la dignité compte, en amour comme au travail. Choisir de la protéger n'était pas de la cruauté. C'était de la lucidité. Et une fois trouvée, la lucidité est une chose dont on ne revient pas. Longtemps après les événements des semaines qui ont suivi le mariage, l'intensité des événements s'est peu à peu dissipée, laissant place à un calme plus profond,
et ma vie s'est réorganisée sans la présence de cette famille que j'avais tant cherché à rattraper. La distance n'a pas commencé par une déclaration fracassante ni par une confrontation finale. Elle a simplement commencé par le silence. Un calme m'a permis de reconnaître que je n'étais plus obligé de retourner dans un lieu qui ne m'avait jamais pleinement accueilli. J'ai loué un petit appartement près du port, où les fenêtres s'ouvrent sur le clapotis des vagues contre les quais. Les matins y arrivaient doucement, et pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans me demander comment gagner ma place parmi ceux qui insistaient sur le fait que j'étais déjà en deçà. J'ai appris à cuisiner uniquement pour moi, à remplir mes soirées de livres, de promenades et de musique douce. Il n'y a pas eu de grande transformation, pas de révélation soudaine de qui j'étais censé être. Il y avait simplement de l'espace et la possibilité d'y respirer. Caleb et moi ne sommes pas devenus le centre de l'existence de l'autre. Notre relation a continué, mais sans précipitation, libérée de la pression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne m'a pas sauvé, et je ne me suis pas accroché à lui. Nous nous sommes choisis en ce sens que nous avons privilégié la présence à l'exigence de compréhension plutôt que l'obligation. Parfois, nous partagions de longues conversations sur le travail, l'art et nos erreurs. D'autres fois, nous restions assis en silence, sans avoir besoin de parler. C'était de la camaraderie, non de la dépendance. Et cette distinction comptait plus que je ne l'avais imaginé. Je ne retournais pas chez mes parents pour les fêtes, et je n'éprouvais pas le besoin de justifier mon absence. Il n'y avait ni hostilité ni nostalgie. Des messages arrivaient de temps à autre, écrits sur un ton de politesse prudente plutôt que d'affection. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire. Je ne les ignorais pas par colère. Je comprenais simplement que la paix ne peut s'installer là où la dignité est négociable. Certaines distances ne sont pas des punitions. Ce sont des limites enfin respectées. Le monde continuait de tourner pour tous les autres. La vie qu'ils avaient construite suivait son cours sans ma présence, et je la laissais faire. J'avais si longtemps cru que la famille exigeait des sacrifices à tout prix que je n'avais pas compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, mais une dépendance déguisée en tradition. Ce que j'ai gagné, ce n'est ni la victoire, ni le triomphe, ni la satisfaction de voir les conséquences se dessiner. Ce que j'ai gagné, c'est la compréhension que ma valeur n'avait pas besoin d'être prouvée à ceux qui refusaient de la voir. J'étais suffisante avant même que quiconque n'en décide autrement. La leçon que j'ai comprise est simple, la famille n'exige pas de se faire petit ni de subir l'humiliation pour être acceptée. Une affection qui impose le silence face au manque de respect n'est pas une affection qui mérite d'être préservée. Tout lien, qu'il soit de sang ou choisi, doit commencer par un respect mutuel. Sans cela, il n'y a pas de fondation assez solide pour supporter le poids de l'amour. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Je sais que des expériences comme celle-ci peuvent susciter de nombreux souvenirs, questions ou émotions. Si un aspect de mon parcours fait écho au vôtre, je serai reconnaissante d'entendre votre point de vue. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je les lirai avec bienveillance.